Le crapaud buffle, le python birman, les tourneaux et le lapin commun, la rascasse, la carpe asiatique. Tous ces animaux ne devraient jamais tomber entre les mains des humains. La raison en est très simple, le commerce. Quand de l'argent est en jeu, beaucoup de gens font fi des conséquences. Et celles-ci peuvent être franchement tragiques. Penchons-nous sur la question. Vous connaissez probablement déjà l'impact des espèces animales invasives. Steve et moi avons abordé ce sujet plusieurs fois, mais il existe aussi un envahisseur dans le monde végétal. On l'appelle le kudzu. Cette plante est censée être originaire du Japon, où sa propagation est freinée par le climat. Mais ailleurs sur la planète, dès le moment où le kudzu apparaît, les autres plantes n'ont aucune chance. Comment c'est possible? Le kudzu est une plante grimpante qui se propage dans différentes directions par le biais de nouvelles pousses et de rhizomes, bloquant ainsi la lumière aux autres plantes. Elle n'arrête jamais de pousser, bloquant complètement la lumière du soleil. Imaginez être recouvert d'une énorme couverture très lourde qui vous empêche de bouger. Le kudzu fonctionne un peu comme ça. Il étrangle également ses victimes. Les plantes souffrent, la litière végétale et la composition du sol changent. On dirait qu'il vaut mieux rester aussi loin que possible du kudzu. Mais parfois, les humains le propagent. Et ils font ça délibérément, pour le profit. Par exemple, du kudzu a été vendu en 1883 lors d'une exposition à la Nouvelle-Orléans comme plante ornementale. Par la suite, il a servi de nourriture pour le bétail, de moyen pour prévenir l'érosion des sols et même de camouflage. Les gens pensaient vraiment avoir trouvé une excellente solution à plusieurs de leurs problèmes à la fois, jusqu'à ce que la plante devienne incontrôlable. On dirait le début d'un film d'horreur. Elle a commencé à se répandre trop rapidement et de manière incontrôlée. Aux États-Unis, le kudzu a même été appelé « la vigne qui a mangé le Sud ». Bien sûr, les gens ont essayé et continuent d'essayer de régler ce problème d'une manière ou d'une autre. On coupe le kudzu, on l'asperge d'herbicides, on détruit ses racines, mais on dirait que c'est les chèvres qui s'en sortent le mieux. Oui, les chèvres ordinaires, même pas dressées. Elles mangent le kudzu tout simplement, si vite qu'elles peuvent nettoyer des fourrés entiers en 2 semaines. Et surtout, elles ne demandent rien en retour. Si on y réfléchit, c'est exactement ce que font ces animaux, manger des plantes. Et si je vous parlais d'une équipe spéciale de 60 pros plus un superviseur, une équipe capable de dompter la nature, de protéger l'environnement, de sauver le monde, ou presque. Oui, je parle encore d'animaux, mais cette fois, des moutons. L'équipe de Nashville True Crew comprend 60 moutons et un border collie nommé Dougie. L'équipe se déplace autour de Nashville dans le Tennessee pour aider à contrôler les espèces invasives et à réhabiliter les zones envahies par la végétation. Parce que les moutons sont ni plus ni moins que des tondeuses à gazon à 4 pattes conçues par la nature. Ils peuvent manger des plantes jusqu'à une hauteur de 1,80 m et même se déplacer sur des terrains accidentés. En fait, pourquoi on invente de nouveaux outils? Tondons la pelouse avec des moutons. Quoi qu'il en soit, imaginez à quel point ce serait cool si les moutons pouvaient venir à bout de n'importe quelle espèce invasive. Un peu comme les forces spéciales. Mais voilà, pendant que les animaux règlent un problème, les humains en créent de nouveaux dans le monde entier. Pendant des dizaines d'années, un petit tueur silencieux a massacré des grenouilles et des salamandres dans le monde entier en mangeant leur peau. Je parle du champignon chytride qui a entraîné l'extinction d'au moins 501 espèces d'amphibiens. Ça vous impressionne pas? Et si je disais que ça représente environ une espèce sur 16 connue par la science? Et les humains sont responsables de la propagation de ce champignon. Au début du XXe siècle, des activités humaines normales comme le commerce ont accidentellement propagé ce champignon dans le monde entier. En chemin, il a évolué pour devenir vraiment mortel. J'ai pas besoin de vous dire combien de souches effrayantes apparaissent et à quelle vitesse elles peuvent se propager. Je vous rappelle que les amphibiens respirent par la peau, et c'est ainsi que la maladie pénètre plus profondément, jusqu'à ce que leur cœur s'arrête de battre. Bien sûr, dès que les scientifiques ont réalisé que les amphibiens de la planète disparaissaient rapidement, ils se sont empressés de faire quelque chose. Et ils ont créé un projet appelé l'Arche des amphibiens. Non, c'est pas un navire géant, mais le concept est à peu près le même. Des espèces qui risquent de disparaître purement et simplement sont maintenues en captivité jusqu'à ce que leur population augmente et que le risque d'extinction disparaisse. En général, les défenseurs des animaux préféreraient que toutes les créatures sauvages restent dans la nature, mais dans un tel cas, on n'a tout simplement pas d'autre choix. D'autant plus que les espèces invasives se propagent presque toujours par l'action de l'homme. Et je parle pas seulement des cas où les gens apportent délibérément le mauvais animal au mauvais endroit. Chaque année, le tourisme et le commerce se mondialisent davantage, ce qui signifie qu'on peut voyager partout sur la planète. Et les animaux voyagent avec nous, souvent sans même nous demander notre avis. C'est des resquilleurs qui détruisent les écosystèmes. Par exemple, voici ce qui est arrivé au rat brun. Ce rongeur serait originaire du nord de la Chine et des régions voisines, après quoi il s'est répandu aux 4 coins du monde, vraisemblablement au Moyen-Âge.
Les gens ont progressivement ouvert des routes commerciales, voyagé, découvert de nouvelles terres, et les rats les ont suivis partout. Au XVIIIe siècle, ils se sont même répandus dans les îles de l'océan Pacifique, en se cachant dans les cales des navires, et sont devenus un véritable désastre pour les espèces locales. Les rats endommagent encore les écosystèmes et propagent des maladies mortelles de nos jours. Et encore une fois, les humains sont à blâmer pour tout ça, bien que, honnêtement, qui au XVIIIe siècle aurait pu prédire ce qu'allait causer l'arrivée d'un couple de rats sur une île? Le python birman est une toute autre affaire. Ces animaux vivent en fait en Asie du Sud-Est, mais ils se sont brusquement retrouvés à l'autre bout du monde, en Floride. Entre 1996 et 2006, les pythons birmans sont devenus très populaires comme animaux de compagnie, et plus de 90 000 de ces pythons ont été importés aux États-Unis. Je vous laisse une seconde pour réaliser. 90 000! De plus, en 1992, un ouragan a détruit une ferme de pythons. Les serpents échappés se sont répandus et ils se sont installés dans le parc national des Everglades. Mais ce n'est qu'une des raisons. Ces pythons sont très populaires, mais parfois ils deviennent trop gros et les gens les relâchent. Quelle idée brillante! On va laisser la nature s'occuper d'eux. Imaginez maintenant que vous êtes un serpent qui se retrouve soudainement dans un territoire sans un seul prédateur naturel, mais avec beaucoup de proies délicieuses. C'est l'endroit rêvé. Il est temps de se reproduire. Dans les zones où les pythons se sentent particulièrement à l'aise, les renards et les lapins ont disparu, et les ratons laveurs, les opossums, les cerfs et même les lynx ont été presque exterminés. Les populations d'oiseaux et de coyotes ont décliné, ainsi que celles de pumas de Floride, qui étaient déjà en danger même sans la menace du python. Cette liste n'est peut-être même pas complète, les pythons ont pu éliminer beaucoup plus d'espèces s'ils les ont mangés plus vite que les humains n'ont eu le temps de le remarquer. En fait, les gens se rendent pas toujours compte qu'ils transportent autour du monde des animaux qui ne sont pas des plus convenables. N'oubliez pas que les pythons sont également en compétition pour les proies avec les prédateurs locaux comme les alligators, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi affecter ces animaux, les priver de leur proie, les chasser de leur habitat, ou agir encore plus sournoisement. Les pythons birmans se croisent avec les serpents de Floride, créant ainsi des hybrides super résistants dont il est encore plus difficile de se débarrasser. Bien sûr, on essaie quand même de le faire. On chasse les pythons, on organise même des concours de chasse aux pythons, mais il y a simplement trop de serpents, et ils sont de plus en plus nombreux. D'un côté, tout ça est effrayant, mais d'un autre côté, vous connaissez l'histoire de la Chine et des moineaux? Steve, donne-moi le dossier sur la guerre des moineaux. À la fin des années 1950, la Chine a lancé une réforme agricole et elle a décidé de se débarrasser des moineaux. Pourquoi? Ces petits oiseaux étaient censés manger les récoltes, ce qui signifiait qu'il fallait les éloigner. La Chine a littéralement déclaré la guerre aux moineaux. Les gens faisaient le plus de bruit possible, ils empêchaient les oiseaux d'atterrir et les forçaient à décoller aussitôt. Les moineaux finissaient par tomber au sol, épuisés. En 6 mois, près de 2 milliards de moineaux ont été éliminés, et les récoltes ont nettement augmenté. Cependant, ça s'est traduit par une augmentation du nombre de criquets et de chenilles. Il n'y avait tout simplement plus d'oiseaux qui se nourrissaient habituellement de ces parasites. Les récoltes ont été détruites, la famine est arrivée, ce qui a entraîné la mort de millions de personnes. Finalement, l'Académie chinoise des sciences a admis que la guerre contre les moineaux était une terrible erreur. Pour relancer la population, ils ont même dû importer des oiseaux d'autres pays. Les moineaux se sont avérés beaucoup moins nocifs pour les cultures que les criquets. Comme on dit, il a fallu choisir le moindre mal. C'était une autre histoire quand les lapins sont arrivés en Australie. Tout d'abord parce que ces animaux n'existaient pas en Australie jusqu'au 19e siècle, lorsque Thomas Austin, un riche colon, a laissé ses 13 lapins sauvages se promener librement dans son domaine. Les lapins ont fait preuve d'une telle activité qu'en 50 ans, ils se sont répandus sur tout le continent. Ils étaient si nombreux que les lapins détruisaient les cultures, endommageaient les pâturages, provoquaient l'érosion des sols et ils ont même éliminé complètement certaines espèces végétales et animales indigènes. Au début, les agriculteurs essayèrent d'éloigner les lapins en installant des clôtures pour sauver leur culture. Sans succès. Détruire les terriers marchait un peu mieux. Dans les années 1950, on a essayé d'infecter les lapins avec un virus introduit artificiellement, et beaucoup d'entre eux sont morts. Mais les autres ont développé une immunité. Puis on est passé au poison et à tous les types de chasse possibles. Mais vous savez quoi? Les lapins s'en fichent, c'est comme les ratels. Il y a toujours un nombre incroyable de lapins, et les gens ne peuvent toujours rien y faire. Peut-être que tout serait beaucoup plus facile si des prédateurs étaient impliqués dans le processus. Lorsque l'homme n'interfère pas avec la faune sauvage, les animaux situés à différents niveaux de la chaîne alimentaire peuvent régler ce genre de problème par eux-mêmes. Et tout le monde peut devenir un héros, même, je sais pas, les canards. Alors que les moutons font office de tondeuses à gazon, les canards sont en quelque sorte des aspirateurs spécialisés dans les nuisibles. Ils se nourrissent de tout, des limaces et escargots aux larves de moustiques, en passant par les sauterelles et divers autres insectes.
On pense par exemple qu'un canard peut manger environ 200 sauterelles par jour, ce qui est plus efficace que n'importe quel pesticide. Les canards préfèrent se déplacer en groupe, ils sont donc plus faciles à contrôler. C'est pourquoi les agriculteurs ont souvent utilisé des canards pour éliminer les parasites depuis les temps anciens. Et puis je me suis dit, si les canards peuvent s'occuper des nuisibles, pourquoi la Chine s'est mise à importer des moineaux? C'était pas plus simple de créer une armée de canards? Vous savez quoi? Il existe une telle armée. En 2020, la Chine était prête à envoyer une armée de 100 000 canards au Pakistan pour lutter contre une invasion de criquets. Imaginez, une armée de canards! À plus.